Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Marketing Reboot, le numéro 9 déjà, et dont le sujet, c'est concevoir des parcours clients, un siècle de recherche, quels insights? Très belle question. Cependant, quand même, merci d'avoir le courage de nous écouter, car le titre de notre podcast de ce jour pourrait en décourager certains et certaines. Et pourtant, vous allez voir, c'est absolument passionnant. Aujourd'hui, on va traiter, c'est un sujet très actuel en fait, à l'ère de l'omnicanalité, mais qui est relativement ancien d'un point de vue académique. Le parcours du client, un siècle, on peut considérer que c'est assez ancien. C'est bien entendu un sujet que je suis particulièrement heureuse de vous présenter avec Grégoire, qui a consacré quand même plusieurs années de sa vie puisque sa thèse a porté sur l'omnichannel customer journey. On va essayer de vous condenser tout ça pour vous partager la crème de la crème académique. On est bien conscient que vous n'avez pas plusieurs années devant vous. Alors, pour commencer, un siècle de recherche alors. Ça a commencé en fait, on a commencé à parler de parcours, dans le monde académique, dans le contexte de la publicité et c'est, notamment Elias Elmo-Lewis en 1898 qui a, parlé du fameux modèle AIDA, donc AIDA, A pour attention, I pour intérêt, D pour désir, A pour action. En français, le modèle a été, au départ fait en anglais, mais ça tombe bien, les mots sont presque les mêmes, donc ça marche et donc le modèle AIDA qu'aujourd'hui on appellerait plutôt funnel, avec le haut et le bas du funnel. À partir des années 20, on voit une accélération dans le monde des médias, de la publicité et on voit même dans des magazines, par exemple, des publicités pour la publicité elle-même, parce que les consommateurs à ce moment-là sont attentifs et même on parle de consommateurs captifs. Donc, comme à l'accoutumée, dans nos podcasts, vous le savez, on commence par quelques définitions. Alors, on a choisi d'aborder 2 métaphores. La première, c'est que selon le Larousse, le parcours, c'est l'ensemble des étapes par lesquelles passe quelque chose. Alors, ces étapes, c'est un point de contact, un touch point, on dirait maintenant, entre le client et l'annonceur ou l'entreprise, la marque. Et le parcours, contient aussi l'idée que l'on a une suite ordonnée dans le temps de points de contact. Alors, unanimement dans la littérature, académique en marketing, la suite temporelle, elle est représentée par les étapes de la décision d'achat. On retrouve ça, par exemple, dans Blackwell et Hall, encore en 2005, ce qui développe des expressions pour parler de parcours, de phase de décision d'achat ou de customer decision journey, comme dit Edelman en 2010. Le concept de parcours client, il est centré sur la vision d'un parcours idéal qui a été designé par une entreprise, une marque ou un annonceur. Et il diffère donc du concept d'expérience client qui lui est centré principalement sur le client et qui, on va le voir, est parfois un peu moins simple que ce que l'on aimerait et que ce que proposent des modèles, par exemple, comme AIDA ou d'autres. Un parcours, c'est avant tout quelque chose de vécu par le client lui-même, pas toujours en phase avec ce qui a été prévu pour lui au départ. On va voir qu'il y a parfois un petit peu de décalage. Donc la problématique de conception de parcours client, elle est arrivée avec le cross-canal et elle suppose d'abolir les silos, en entreprise entre le magasin, le e-commerce, le marketing, la SI, la logistique, le service client. Donc ça pose aussi des problèmes parfois d'organisation. Alors Thibaut, est-ce que tu peux nous parler justement de ces touch points, en omnicanal, s'il te plaît? Alors volontiers, bonjour Isolis, parce que au fond, ce dont on s'est rendu compte depuis quelques années avec le développement du digital et de la data, c'est qu'au fond, ce parcours client, eh bien, il générait de plus en plus de données. À chaque point de contact, qui sont au fond les étapes de ce parcours client, il y a utilisation ou génération de données.
On peut penser à un consommateur qui, tout au long de sa journée, avant d'être un consommateur d'ailleurs, va être un internaute très tôt le matin, et ça va certainement générer des données, et il va également fournir un certain nombre de données. Donc il y a à la fois un échange de données en permanence entre le consommateur et puis ses interlocuteurs, qui peuvent être des marques, tout au long de sa journée propre de personnes, d'internautes, voire à certains moments de consommateurs. Et donc, nos parcours clients, eh bien, ils deviennent des parcours data, des data de journée, au fond. Et à chaque point de contact, on va essayer d'utiliser au mieux les données qui sont déjà disponibles et peut-être de demander à un internaute de fournir quelques données complémentaires, notamment avec l'accélération très forte de la génération de données à venir avec le développement, bien sûr, de l'IoT. Donc, ce data de journée, qui est de plus en plus riche, de plus en plus complexe, eh bien, il se développe beaucoup, il occupe énormément, bien sûr, les responsables marketing, et il est au centre absolu de l'enjeu et des challenges de nombreuses organisations, avec en permanence des réalités qui sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Donc, entre le consommateur, son parcours client, le modèle AIDA bien propre en entonnoir qu'on pouvait imaginer, et puis la réalité qui est souvent un enchevêtrement de contacts, eh bien, il y a souvent une grande différence. Et Google, l'année dernière, a par exemple consacré un certain nombre de ses travaux à l'approfondissement de ce qu'ils ont appelé le messy middle, le milieu un peu encombré, cet espace complexe entre, au fond, le facteur déclencheur et puis l'achat. C'est là, selon Google, où on peut gagner ou perdre ses clients. Et cet espace-là, il n'est pas linéaire. Les touchpoints, ils sont différents d'un individu à un autre. Et donc, cette étude, elle est intéressante. Elle s'appelle Decoding Decisions. Elle ne vient pas révolutionner, certainement pas la notion de parcours client, mais elle éclaire un peu sur la façon dont les consommateurs traitent l'information qu'ils collectent pendant leur parcours d'achat. Et évidemment, le digital est particulièrement propice pour éclairer les parts des données nombreuses et nouvelles, souvent, telles que des clics, par exemple, ou parcours de navigation, eh bien, les différentes composantes de ce parcours client. Et face à la profusion de choix sur Internet, les internautes, eux, ils développent des stratégies mentales. Ils mettent en œuvre des biais cognitifs qui les guident dans leur décision d'achat. Donc, on le voit, ce modèle qui ne révolutionne rien, eh bien, il vient apporter néanmoins vraiment un éclairage sur cette complexité au fond de ce qui se passe entre ces facteurs déclencheurs, cette phase d'exploration et d'évaluation qui précède l'expérience. Alors justement, Grégoire, puisqu'on parle de complexité, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les difficultés qu'il y a à concevoir un parcours client? Mais bien volontiers, Thibaut, puisqu'en effet, comme tu le disais à l'instant, si les consommateurs, ils traitent de l'information, pour les marques, il s'agit bien d'un sujet de conception de ces parcours et pas un sujet de traitement. Et un sujet de conception de parcours qui ouvre des challenges qui sont importants. Alors, on peut saluer d'ailleurs une amie de Numberleaf, Florence Jacob, qui a consacré sa thèse à la conception des parcours clients en omnicanal, en interviewant des CMO, des directeurs marketing, des directeurs de l'expérience client, et qui a, à l'issue de sa thèse de doctorat, classifié les grandes difficultés pour concevoir un parcours client en 3 grandes catégories, 3 grands enjeux dans la conception de parcours client. Alors, Florence Jacob, elle nous dit que d'abord, il y a une première famille de difficultés qu'elle appelle des problématiques informationnelles en entreprise. La problématique informationnelle, c'est quoi? C'est dans quelle mesure est-ce qu'une information sur un client, elle est fluide et elle est continue d'un canal à un autre, d'un point de contact à un autre. Exemple, je reçois un appel sur mon mobile d'une marque avec laquelle je suis en relation. Pour l'entreprise, c'est un appel sortant. Si je manque cet appel et que je souhaite rappeler cette marque,
pour la marque, ça devient un appel entrant. Est-ce que le call center sera le même? Est-ce que l'information sera suffisamment fluide pour avoir le même niveau de service? Florence Jacob nous dit peut-être pas. Et puis finalement, elle nous dit que dans les problématiques d'information, il y a les caractéristiques intrinsèques à un canal. Il y a des canaux qui sont synchrones, d'autres qui sont asynchrones, des canaux bidirectionnels, unidirectionnels. Bref, tout ça fait que l'information n'est pas forcément extrêmement fluide et n'est pas continue, alors que le consommateur, comme tu le disais à l'instant, lui, il traite de l'information en omnicanal de fait. Alors, deuxième type de difficulté que Florence Jacob elle évoque, c'est les difficultés, on va dire externes, en tout cas liées à la fluctuation de l'environnement. On voit par exemple que beaucoup de marques sont confrontées à des usages de consommateurs qui sont émergents. Il y a quelques années, on parlait de la tablette. Alors, on y va ou pas? On investit massivement, on fait une app sur tablette ou pas? Aujourd'hui, on pourrait parler de TikTok, de Clubhouse. Alors, on y va ou pas? Des nouveaux médias, des nouvelles plateformes, des nouveaux usages, tout ça est émergent. L'environnement, il évolue beaucoup. Et quels sont les critères à un moment donné pour dire go ou pour dire no go? Dans les problématiques liées à l'environnement, Florence Jacob, elle évoque la concurrence, qui définit aussi parfois de nouveaux standards en matière de parcours, en matière d'expérience. Dans le secteur de la mobilité, Florence évoque l'exemple d'Uber qui a révolutionné, simplifié le parcours client pour commander un VTC par rapport à ce que l'humanité avait l'habitude de connaître à l'époque du taxi. Troisième et dernière grande famille de difficultés, sont des difficultés qui sont internes à l'entreprise. Isolis, tu évoquais à l'instant cette idée d'organisation en silo qui pose des sujets essentiels en matière de cross-canal ou d'omnicanal. Mettre en place le click and collect, ce n'est pas possible si le retail et le digital ne travaillent pas main dans la main. En termes de problématiques internes, Florence, elle évoque des arbitrages qui sont financiers ou technologiques. Exemple, investir dans une app mobile. Les technologies sont encore fragmentées. C'est pas aussi simple que des technologies qui sont web. Alors on y va ou on n'y va pas? Quels sont les bons arbitrages? Et finalement, une difficulté en interne qui concerne tout le monde, c'est que mapper, dessiner, représenter l'ensemble de ces parcours clients, c'est extrêmement difficile. C'est un gros challenge parce qu'il y a quasiment autant de parcours possibles que de consommateurs. Alors, dans un board, dans un comité de direction, représenter l'ensemble des parcours clients, c'est une tâche qui est très complexe. On ne peut pas trop le simplifier et pourtant on sait qu'il faut le simplifier pour pouvoir être audible et présentable. Et ça, c'est un challenge à bien des égards. Donc, 3 grandes difficultés dans la conception: l'information, l'environnement externe et puis des difficultés intrinsèques qui sont plutôt liées à de l'organisation. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'un article qui est plutôt récent, 2019, qui est publié dans une grande revue américaine, Journal of the Academy of Marketing Science, au-delà de ces difficultés, il nous présente 3 critères de réussite pour concevoir un parcours client. Ces 3 critères, on pourrait les synthétiser en 3 mots-clés: cohésion, cohérence et sensibilité. Alors la cohésion, c'est une cohésion qui est thématique entre les différents canaux et les différents points de contact. Est-ce que mon consommateur il a une perception d'identité commune entre les canaux et les points de contact qu'il fréquente? Ça fait partie de son expérience. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième, c'est la cohérence entre les points de contact. Ça, c'est la perception d'un design commun à tous les éléments au sein des points de contact. C'est sur ce critère-là que la recherche a construit le concept de seamless, de parcours sans couture. Diminuer les ruptures émotionnelles, psychologiques, économiques. Quand un client, il passe d'un canal A à un canal B. Si l'appareil photo que j'ai repéré sur le site en arrivant en magasin, il est plus cher, c'est une rupture économique. Donc, il y a un manque de cohérence entre les canaux que j'ai fréquentés. Et le troisième et dernier critère, c'est un critère de sensibilité au point de contact. C'est-à-dire qu'en fait, un canal, un point de contact, il a une propension à s'adapter à des préférences ou à des contextes individuels propres. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un challenge, un enjeu énorme à adapter le canal ou le point de contact qu'on active à la réactivité des cibles relationnelles qu'on cherche à adresser. Donc 3 grands critères de réussite qui visent à adresser les 3 grandes familles de difficultés que j'évoquais juste avant. Merci Grégoire. Donc c'est difficile, mais ça n'est pas impossible. C'est ce que nous allons retenir. Et maintenant, on pourrait s'intéresser finalement aux différents modèles, pour mieux comprendre le parcours client. On a vu qu'il y en avait plusieurs. Alors Grégoire, est-ce que tu peux nous en parler un peu de ces modèles finalement de représentation d'une réalité qui est assez similaire? Alors il y a 3 grands modèles ou en tout cas 3 grandes approches
pour visualiser un parcours client, et une approche qui est assez ancienne maintenant, qu'on appelle souvent une approche step by step, Customer Journey Map, Customer Journey Mapping, qui est basée sur un outil, service blueprinting, qui est beaucoup utilisé pour la conception de différentes étapes par lesquelles un consommateur va passer. Une de ces étapes étant évidemment cruciale, c'est celle de la conversion, celle de l'achat. Et c'est une méthodologie qui envisage aussi des phases aval, donc post-achat, expérience, partage d'expérience, etc. Ça, c'est la première grande approche, step by step, centrée sur le consommateur et son vécu, et sur les différents canaux, touchpoints, et donc les différentes interactions qu'on vise à lui faire vivre, en fait, étape après étape. Donc, Journey Map, Customer Journey Map, c'est la première représentation. La deuxième, c'est directement issu du modèle que tu évoquais en intro, Isolis, c'est le modèle AIDA, issu de l'exposition publicitaire initialement. Ça, c'est le modèle du funnel, qu'on appelle aussi full funnel. Le full funnel, il est moins basé sur cette idée d'étapes successives et donc d'interaction, mais directement issu du modèle AIDA, donc basé sur des objectifs marketing, tout en haut des objectifs de notoriété, de captation d'attention, et tout en bas, des objectifs de performance. Et il y a une notion de déperdition entre ces différentes étapes d'un funnel avec des mesures associées à chacune de ces étapes. Et la troisième et dernière grande représentation, grande méthodo pour représenter les Customer Journeys, c'est ce qu'on appelle le gap analysis, donc l'analyse d'écart. C'est une méthodologie qui est moins step by step et qui est moins basée sur des objectifs, mais plutôt basée sur de la prise de décision, sur de l'action, et qui cherche à quantifier une déperdition de clients entre ces différentes étapes, cette avancée vers la conversion, vers l'achat. Donc là, on est plutôt dans un mindset de lean management, de management par la qualité, et donc de diminuer le gap entre deux steps avec des logiques de root cause analysis. Donc, qu'est-ce qu'on fait compte tenu de la déperdition, donc de la perte de clients, entre l'étape 1 et l'étape 2. C'est la troisième et dernière méthodologie. Alors, merci Grégoire. C'est très intéressant tout ça, mais ça reste des modèles très théoriques qui continuent de voir le parcours client comme relativement linéaire. Or, on l'a dit tout à l'heure, le parcours client, c'est plus un bel entonnoir, c'est plutôt un plat de spaghettis. Donc, c'est un enchevêtrement de points de contact. Et le client, il emprunte des canaux beaucoup plus variés que par le passé. Et en plus, on peut maintenant bien souvent les mesurer, les comprendre, les tracer et du coup essayer de faire sens avec tout ça. Alors il y a un article qui est écrit par 4 associés chez McKinsey qui apporte une vision et un modèle assez intéressant, notamment pour mettre en lumière ce rôle de l'omnicanal. Cet article est écrit par plusieurs auteurs, dont Cour notamment, qui remettent en question cette façon très linéaire de penser et qui montrent, avec leur article qui s'appelle The Consumer Decision Journey, le parcours de la décision client, et qui montre que plus un consommateur avance dans le funnel et plus il va pouvoir paradoxalement élargir ses choix. Parce qu'en fait, il apprend sur un problème, il apprend sur les options qu'il va pouvoir considérer et quand il a acheté un produit ou un service, c'est son expérience post-achat immédiate qui va fonder ou non son réachat par la suite. Donc, on a au moment de cette évaluation, c'est là que les individus vont faire rentrer des nouvelles marques pour les comparer, qui les considèrent pour un achat éventuel. C'est ce qu'on appelle, et ça c'est largement documenté par la littérature de recherche en marketing, un ensemble de considérations. Et donc, ça veut dire quoi pour les marketeurs? Ça veut dire qu'il devient fondamental d'identifier les canaux que préfèrent les clients et de comprendre surtout leur rôle à chaque étape du cycle de vie client. C'est l'enjeu, bien sûr, du permission marketing. Et dans cet article, on voit bien que les auteurs développent ce qu'ils appellent la loyalty loop, c'est-à-dire cette espèce de cercle vertueux de la fidélité, dans certains cas, quand l'expérience post-achat s'est bien passée.
Et puis, si on progresse encore un peu, on constate que la tendance parmi tous les articles consacrés, il y en a eu beaucoup, comme tu le disais, Isolis, en introduction, depuis plus de 100 ans à cette notion de parcours client, eh bien, tous vont avoir tendance à constater l'arrivée du social et de l'expérience client dans sa globalité, finalement, au-delà du parcours client, avec des modèles récents qui intègrent cette idée de parcours cyclique, et en particulier, on ne peut pas ne pas citer le modèle IMC, Integrated Marketing Communication, de Batra et Keller, qui paraît dans Journal of Marketing, qui vient faire une synthèse qui est assez bienvenue, je ne vous cache pas, en intégrant ce côté itératif et probabiliste. Alors, itératif, ça veut dire que des retours en arrière sont constamment possibles dans ce parcours client, des sauts d'étape aussi, donc c'est une grande liberté dans ce parcours client, beaucoup plus complexe qu'on aurait aimé le voir, et puis probabiliste, parce qu'à chaque étape, il est possible que la marque soit rejetée, notamment si elle n'est pas encore connue du consommateur. Voilà donc pour ce modèle IMC. Alors du coup, Grégoire, est-ce qu'on peut maintenant parler de la modélisation un petit peu des états du consommateur dans un funnel ? Alors, ouais, parce que tu évoquais à l'instant, Thibaut, une probabilité d'être rejeté par le consommateur d'une étape 1 à une étape 2, comme d'ailleurs une probabilité d'être accepté. Et donc, cette notion de parcours beaucoup plus cyclique, dans lequel il y aurait une probabilité de passage d'un état à un autre, elle a été étudiée par plusieurs profs, en particulier les profs de Wharton, Abhishek Fader et Ozanagar, il y a pratiquement 10 ans. Ils se sont attaqués à la question clé des modèles d'attribution en digital, dans des contextes évidemment multileviers, donc multicanal, avec une méthodologie qui était très innovante pour l'époque et qui constitue encore aujourd'hui l'état de l'art d'ailleurs, des modèles de Markov. Alors les modèles de Markov, nom d'un mathématicien russe, ils sont utiles parce qu'ils permettent de modéliser des états qui sont latents évidemment, qu'on ne peut pas mesurer en tant que tels chez un consommateur. Bon, dans le cadre d'un parcours, on pourrait imaginer qu'un état, c'est désengagé, actif, engagé, acheteur. Voilà des états qu'on va chercher ensuite à modéliser, en particulier à modéliser en termes de probabilité le passage d'un état à un autre. Donc, quelle est la probabilité qu'en activant le canal A, ma cible, elle passe d'un état désengagé à un état actif? Et donc, ils ont appliqué cette méthode-là au sujet des modèles d'attribution, en particulier en étudiant deux canaux, le display et le search. Et ils démontrent ici qu'en effet, l'idée de concevoir des parcours comme des états en temps réel des cibles, des consommateurs auxquels on parle, c'est extrêmement pertinent. Ils démontrent en particulier que le display, dont on a longtemps dit qu'il n'avait pas d'effet sur ces parcours clients, il a des effets qui sont très forts et très significatifs en amont des parcours d'achat. Et en particulier, le display, c'est le canal le plus fort, le plus puissant pour contribuer à faire passer des consommateurs d'un état désengagé à un état qui est actif, parce qu'ils réagissent massivement, en tout cas beaucoup plus massivement que pour les autres canaux aux messages publicitaires auxquels ils sont exposés. Bref, tout ça nous invite en effet à considérer ces étapes comme des états en temps réel du client et surtout à avoir une vision holistique de ce parcours en disant il y a effectivement des canaux qui vont être beaucoup plus efficaces à des étapes précises pour servir le passage d'un état d'un consommateur à un autre. Et le champ de l'IMC, Integrated Marketing Communication, donc la communication marketing intégrée en français, est extrêmement utile et c'est, je crois, pertinent et super riche de relire ces travaux de l'IMC. Il y a un bel article de 2016 de Batra et Keller que tu évoquais, qui cherche à mapper cet écosystème vraiment omnicanal en disant, mais alors, les médias offline, la télé, promotion des ventes, les médias sociaux, mon site, donc mon own media, le mobile, le display, le search, à quelles étapes de ce parcours ils peuvent avoir le plus d'influence pour que notre consommateur il passe de l'étape 1 à l'étape 2 et ainsi de suite. Donc cette vision holistique est vraiment apportée par le champ de l'IMC et c'était nécessaire, cet article il date de 2016 dans le Journal of Marketing. Merci Grégoire. Donc on voit différents modèles théoriques et on voit la nécessité d'aller bien finalement, comme on dit en français dans le texte, mapper les touch points ou bien cartographier les points de contact. On le dit moins souvent tout de même. Donc
Ce mapping, parce que ces journées ont besoin d'être visuelles, ce qui, dans un podcast, est un challenge, puisque c'est vraiment un sujet qui a fondamentalement une dimension très visuelle, ce mapping de touchpoint. Pourquoi c'est important de faire ça, Thibaut? Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Absolument, il y a 5 grandes raisons pour lesquelles c'est si précieux pour les organisations de mapper, de représenter les différents touchpoints. D'abord, c'est quand on représente les touchpoints qu'on va détecter les moments critiques. Et donc, on l'a vu précédemment déjà aujourd'hui, il y a des grosses déperditions d'acheteurs potentiels à certains moments. Donc, quand on va les représenter et les modéliser pour calculer les transitions d'un état à un autre, on parle de nœuds souvent, comme dans les réseaux de Petri par exemple, eh bien, c'est là qu'on va trouver les moments clés, les moments critiques. Deuxième raison, ça casse les silos parce que le parcours client, c'est pas l'affaire seulement du marketing, ça concerne tout le monde, la communication, publicité, service commercial, la logistique, la prévente. Donc, on a besoin de partager ça et de partager une vision commune et des traitements qui se font sur un seul et même consommateur à différents moments. Troisièmement, mapper les touchpoints, ça permet de comprendre rapidement les scénarios de parcours qui sont possibles. Ça permet également de proposer des supports de communication interne pour les équipes qui sont en frontline, en face des consommateurs. Et puis, ça permet de créer de la différenciation par le process, par la manière de supporter ces process. Donc, beaucoup d'avantages et d'enjeux autour de cette représentation des touchpoints. Alors, il n'y a pas seulement des parcours B2C très simples qui sont représentés, c'est une démarche qu'il faut évidemment appliquer à absolument tous les secteurs d'activité, tous les types de consommateurs, dans des contextes qui peuvent être des services, pas juste de l'achat de produits, qui peuvent être très complexes et qui peuvent même être multi-agents. Dans la santé, on peut penser à la gestion d'un patient, au parcours d'un patient finalement, qui va être multi-agent avec des visiteurs médicaux qui vont voir des médecins, avec de la prise d'informations par le patient lui-même, un échange avec un médecin à un moment, peut-être avec un hôpital à un autre moment. Donc, on voit que on fait face à des parcours consommateurs qui sont de plus en plus complexes. Alors, d'ailleurs, pour créer ces parcours, plutôt que de multiplier trop nos parcours, on va avoir tendance et recours plutôt à définir des parcours prioritaires. Donc, bien qu'on soit dans des approches qui sont très riches en données, quand on fait partie d'un service marketing aujourd'hui, il faut évidemment créer des parcours prioritaires. C'est notamment Florence Jacob, en 2016, qu'on a déjà cité précédemment, qui va proposer et développer cette approche-là en disant que c'est un peu illusoire de vouloir créer vraiment un parcours client individuel. Il y a trop de complexité, trop de canaux, et donc on va privilégier souvent la définition en réponse à des personas qui sont identifier des parcours prioritaires avec, c'est très important, une feedback loop, une boucle de rétroaction qui génère de la donnée et qui vient permettre d'améliorer la connaissance de ces parcours. Pour conclure, 3 takeaways de la recherche sur ces fameux Customer Journey. Alors d'abord, ce que la recherche nous apprend, c'est que c'est bien dans la conception de ces parcours qu'on trouve la source de beaucoup d'échecs de service. Une séquence de canaux, on sait qu'elle impacte positivement ou négativement d'ailleurs l'évaluation que vont avoir les consommateurs d'un service. Et donc ces échecs de service, bien souvent, on sait qu'ils proviennent d'un écart d'un trajet normal, avec des points de contact manquants, des problèmes au sein d'un touchpoint ou une séquence qui est illogique. Le deuxième takeaway essentiel, c'est que les consommateurs ont des préférences qui leur sont propres, elles sont individuelles, et un consommateur va plutôt porter son choix vers un canal qui va minimiser son effort ou le risque pour prendre une bonne décision. Et le troisième takeaway, qui lui est plus récent, c'est que de plus en plus, il va falloir porter une attention importante à la perception d'intrusion dans la vie privée, logique de privacy, en particulier dans un contexte où il y a de plus en plus d'exploitation en temps réel de data, l'IoT en particulier, l'Internet des objets,
fait en sorte que nos parcours individuels, ils soient de plus en plus personnalisés. Alors demain, notre réfrigérateur nous conseillera sûrement beaucoup de recettes à base de produits sans gluten parce qu'il aura justement détecté qu'il y a des gens qui sont intolérants au gluten dans mon foyer. Alors, intrusion ou service rendu, voilà un sujet qui s'ouvre en 2021 pour la conception de parcours client. Merci infiniment, Grégoire. Et pour conclure, ce podcast comme nous le faisons traditionnellement, let's reboot. Qu'est-ce qu'on retient de ce dont nous avons parlé aujourd'hui? Alors d'abord, 100 ans de recherche, les évolutions, on passe d'une logique, linéaire à une logique itérative et avec, des étapes, jusqu'à l'achat qui impliquent des retours en arrière potentiels. Donc, il est bien nécessaire d'optimiser toutes les phases, que l'on aime ou pas le gluten. Être itératif est indispensable. Deuxième point, des outils pour concevoir un parcours client, notamment le blueprinting, qui est un outil de référence pour matérialiser les différents parcours, front et back. Et puis, l'essor du design thinking ou de la recherche utilisateur qui est de plus en plus importante dans la conception des parcours clients et une approche full funnel qui est bien sûr à privilégier dans les contextes, suite à des expositions publicitaires. Enfin, le parcours client, c'est une dimension de l'expérience client qu'une marque contrôle. Donc la succession des points de contact doivent être conçus de manière à être premièrement en phase avec les attentes du consommateur, enfin, deuxième point, cohérente d'un point de contact à un autre, et enfin, adaptable selon les comportements du client. Merci infiniment à tous d'avoir eu le courage de nous rejoindre pour ce siècle de recherche sur des insights qui nous ont donnés sur la conception des parcours clients. Merci infiniment d'avoir passé ce moment de podcast avec nous. C'est le numéro 9. Vous pouvez retrouver les autres, bien entendu, sur toutes les plateformes auxquelles vous avez accès. Merci infiniment, Grégoire. Merci beaucoup, Thibaut, pour ce moment et merci à tous pour votre fidélité et le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. À très vite.